Bonjour à tous, la séance est reprise. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir en visioconférence Monsieur Max Schrems, fondateur de l'association NOIB, None of Your Business. Cette audition, je le dis pour la salle, se fait l'objet d'une traduction, donc je vous invite à utiliser les casques mis à votre disposition. Monsieur Schrems, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette audition. Plusieurs arrêts des juridictions européennes portent votre nom. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, retracer l'histoire des différents combats pour la protection des données personnelles que vous avez menés, qui vous ont opposé notamment à Facebook et à Meta? Et puis ensuite, nous pourrons échanger avec la rapporteure et les collègues présents sur une séance de questions-réponses. Je vous laisse la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes environ, et puis ensuite, nous échangerons. Je vous remercie. Thanks a lot and thanks for the invitation. Merci beaucoup et merci de cette invitation. J'essaierai d'être bref. Très rapide. I just have an echo, so I'll just turn off the audio on my side. Yeah, thank you for the invitation. Merci de cette invitation. Oui, cette lutte, effectivement, date depuis longtemps. Nous avons commencé ce débat lorsque Snowden a parlé de la possibilité que le gouvernement des États-Unis ait accès à toutes les données, que ce soit dans les services cloud ou les hyperscalers, comme on les appelle aujourd'hui aux États-Unis. Le problème fondamental concernait l'article 702 de l'amendement qui ne permet pas cette surveillance de masse menée par les États-Unis depuis 2007, il me semble, avant que cette loi entre en vigueur. Et le problème est qu'il y a un accès total à toutes les données détenues par les fournisseurs d'accès. Donc, ce n'est pas limité géographiquement aux serveurs aux États-Unis. Ça peut être n'importe quel serveur partout dans le monde. S'il y a un accès américain, il y a accès, quelle que soit la manière d'y accéder. Et selon la loi, les données sont divisées en deux ensembles. Il y a le flux de données qui vient des États-Unis ou qui concerne les citoyens américains, les US persons, comme on dit, et ces données sont protégées parce que les États-Unis, comme l'Union européenne, sont d'accord que la surveillance de cette taille ne serait pas constitutionnelle et serait illégale. Mais le problème, c'est que ces protections sur le 4e amendement ne concernent que les citoyens américains. Et on peut prendre ces données. Donc, il y a une première partie où il y a toutes ces protections qui sont garanties et même des protections encore plus fortes que ce que nous avons dans l'Union européenne. Donc là, ces données sont bien protégées. Mais il y a une deuxième partie de ces flux de données et c'est toutes les données qui ne concernent pas les personnes américaines. Et là, c'est la plupart des Européens, s'ils ne sont pas citoyens américains. Et ces données est à prendre par qui veut. Il y a une agence normalement de suivi où on fait l'étude du système de surveillance qui est vérifié une fois par an, mais non pas les captages d'informations individuelles. On dit, ah bon, Monsieur Schrems a peut-être commis un délit, on doit regarder les données. Non, non, la Cour ne vérifie le système de surveillance et les cas individuels où les données sont accédées ne sont pas revues par un juge. Et la Cour de justice a dit que cela ne peut pas se faire. Et donc, il y a une deuxième décision qui a confirmé la première décision. Et la situation intéressante est, étant donné les pressions politiques très intenses, les pressions économiques également, concernant ces transferts de données entre les États-Unis et l'Europe, et ils ont dit, bon, on va faire un accord. Donc, il y a un cadre, TATF, qui compte sur les garanties des États-Unis qui ne sont pas des garanties juridiques. Parfois, il s'agit d'une lettre ou un ordre exécutif, comme on dit. Donc, ce n'est pas inscrit dans la loi. Et pour les raisons pratiques, aux États-Unis, il est presque impossible de passer une telle loi. Surtout, un membre de Parlement m'a dit qu'il était presque impossible
faire passer une loi qui protège les droits des étrangers. Donc, ce n'est pas du tout réaliste de chercher un angle juridique. Ce que la Commission européenne a passé des ordres exécutifs. La Commission européenne a été très sage dans leur communication avec la presse. Ils ont dit qu'il y avait un nouveau ordre exécutif. Mais en réalité, ce qui est contenu dans cet ordre a été copié d'un ancien ordre sous l'administration Obama qui ne suffit pas déjà selon la Cour européenne de justice. Donc, il ne suffit pas de dire il y a un nouvel ordre et donc tout va bien. Il faut regarder dans les détails pour voir si cela va plus loin que l'ancien. Mais il faudrait une journée entière juste pour regarder la version courte. Les titres sont très bien, par exemple, la Commission européenne compte sur les États-Unis qui ont un principe de proportionnalité comme nous avons en Europe, qui signifie que ce type de surveillance n'est pas en proportion et donc ce type de surveillance doit s'arrêter. Mais les États-Unis ont déjà dit qu'ils ne vont pas le faire, ils vont continuer. Et lorsqu'on a demandé pourquoi c'est possible, alors que la Cour a dit que ce n'est pas apte et cela continue, la réponse a été nous ne comprenons pas exactement le mot proportionnalité de la même manière. Donc, on s'est mis d'accord pour utiliser le même mot, mais pas sur le sens de ce mot. Et donc, voilà la solution qui existe actuellement. Il y a également un cas de M. Alton qui pourrait clarifier ces choses à la Cour de justice. Et pour terminer, j'aimerais parler de deux choses. La législation américaine bouge. Il y a un cas devant la Cour suprême qui dit que les États-Unis n'ont pas l'autorité indépendante. Donc, c'est contre le Federal Trade Commission, qui est un organe indépendant. Si c'est accepté par la Cour suprême, toutes ces autorités indépendantes cesseront d'exister. Ils ne seront plus permis sous la Constitution américaine. Ils ont fait appel à des autorités indépendantes pour déterminer ce qui est juridique ou pas. Et lorsque ce jugement sera effectif, la base de tout ceci va disparaître du jour au lendemain. Et donc, il sera possible de transférer toutes les données européennes aux États-Unis tant que cette décision reste. Je voulais également parler d'autre chose. De plus en plus, on ne parle pas uniquement de la surveillance. On parle de fermeture, que les États-Unis arrêtent nos infrastructures selon le pays, selon la juridiction. Mais une fois que Trump a été élu, on m'a invité au Danemark. J'étais curieux, en me disant pourquoi il s'intéresse au transfert des données, mais en fait, il s'agissait de Groenland. Et les militaires danois commencent à se dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais il y a une guerre, parce qu'ils vont pouvoir fermer notre infrastructure. Les États-Unis peuvent également imposer des embargos sur les services numériques. Le Cuba, Syrie, Iran sont sous embargo actuellement. Microsoft, Google, AWS n'ont pas le droit de fournir des services à ces endroits. J'espère que cela ne va pas se produire ailleurs, mais étant donné ce qui se passe depuis un an, de plus en plus la question se pose par rapport à ces fermetures physiques de l'infrastructure. Au Danemark, par exemple, les hôpitaux ne pourront plus fonctionner parce qu'ils n'ont plus accès à Microsoft, par exemple. Et donc, on en parle de plus en plus. Et pour terminer, pour lancer le débat, nous avons besoin d'une réponse européenne pour ceci. La France a progressé bien en avance du débat sur la souveraineté. La France a vraiment commencé à travailler sur la question très tôt. Nous avons besoin que l'Europe s'y intéresse pour que les entreprises investissent dans ce marché
qui est suffisamment grand. Et enfin, la souveraineté n'est pas importante pour la souveraineté. Moi, je suis globaliste. J'espère que nous pouvons tous travailler ensemble, mais il faut être réaliste par rapport à la situation actuelle et il faut y réagir. Et lorsqu'il y a des tendances nationalistes, il ne faut pas ignorer la réalité qui existe et il ne faut pas suivre ces tendances. J'espère que cela a été utile. Pour ce propos liminaire. Avant de passer la parole à la rapporteure pour des questions, peut-être vous avez fait un gros travail sur l'omnibus. Est-ce que vous pourriez assez rapidement résumer ce que vous pensez de l'omnibus, ce qui permettra peut-être d'avoir des questions un peu plus précises ensuite avec la rapporteure? Oui, absolument. Nous avons effectivement publié un long rapport, plus de 70 pages. Chacun de nos avocats a regardé un article spécifique. Très brièvement, il y a deux parties. Il y a une partie qui couvre l'idée de la simplification et d'enlever les tâches administratives inutiles. Nous le soutenons pleinement, mais à la dernière minute, nous avons vu qu'il y avait une pression politique à la Commission européenne et beaucoup de ces ajouts sont problématiques pour la protection de la vie privée. Ils veulent redéfinir les données personnelles et on ne comprend pas exactement ce que cela sera. Et c'est également problématique pour les entreprises. Très souvent, il est très difficile à comprendre et à gérer. Ils ont voulu changer la définition des données personnelles, mais donc une entreprise serait conforme, mais une autre ne le serait plus du jour au lendemain. Et donc on n'aurait plus le droit d'avoir des contrats parce que certains ne respecteraient pas la loi. Et la qualité de la législation est très pauvre. Et il y aura beaucoup de possibilités d'abus et générera plus de problèmes. Et beaucoup de pays européens sont très sceptiques par rapport à ces articles de loi et ils risquent d'être rejetés en bloc. Ce qui serait une réponse raisonnable. Mais au sein des ministères de justice nationaux, les avocats arrivent à la même conclusion que nous. Ces articles posent problème et ils ne sont pas prêts à être publiés. Merci, Madame la rapporteure. Bonjour. Alors tout d'abord, merci pour votre disponibilité et cet échange. Concernant l'omnibus numérique, vous mentionnez qu'il y a eu je ne sais plus exactement vos mots, mais qu'il y a eu à un moment une demande politique, en tout cas dans un deuxième temps d'arrivée d'articles plus problématiques dans l'omnibus numérique. Est-ce que pour vous c'est lié au lobby des entreprises de la Big Tech qui est important à Bruxelles? La deuxième chose, vous nous avez parlé de la redéfinition des données personnelles qui est effectivement problématique. Je ne sais pas si vous pouvez développer un peu concrètement quels sont les risques que ça peut avoir pour les citoyens. Et deuxièmement, quelle est votre analyse, notamment sur la question des IA à haut risque? Il y a deux sujets. Il y a le fait de reporter dans le temps les obligations, mais il y a aussi un élément qui est, si j'en ai compris de la version actuelle de l'IA Act, le fait qu'une entreprise définit elle-même si elle est à haut risque et si ses obligations, les obligations qui sont liées lui incombent, mais elle doit avoir la transparence sur le fait si elle se considère ou non à haut risque. Et en fait, cette transparence disparaîtrait alors même qu'on a des données qui pourront être davantage utilisées sur l'intervention de l'IA. Enfin, globalement, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que pour vous, ces changements sont liés au lobbying, et deux, dans matière d'IA et de données personnelles, quels sont les risques que vous voyez de manière un peu précise et comment ça peut impacter les citoyens européens? Merci pour votre première question sur les données personnelles. Je vais répéter ce que la Commission européenne a fait au Parlement européen lorsqu'on a posé la question. Les parlements ont demandé si pour les publications, est-ce qu'il y aurait quand même l'application du RGDP? La Commission a dit cela dépend. Donc on est dans une situation où même lorsque l'on fait un traçage, c'est même pas couvert par la loi. Donc cela montre
connaître de soi-même les risques. Il y a d'autres exemples où on pourrait avoir des situations similaires. Je comprends que l'industrie a la volonté de ne pas appliquer le RGPD. Ça pourrait être fait, par exemple, en ayant une définition non claire de l'anonymisation. Et il y a, souvent les gens disent qu'il y a des raisons pour cela, mais en fait, cela permettrait d'avoir une porte dérobée pour le RGPD, parce que si vous anonymisez les noms, à ce moment-là, vous ne respectez pas la loi et vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Et deuxième question, sur les hauts risques, l'intelligence artificielle à haut risque. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que nous n'avons pas travaillé sur l'organisation de l'IA, mais plutôt sur le RGPD. Il y a un article qui est le 88C qui fait partie de l'Omnibus et qui concerne l'utilisation de l'IA. Et il y a un test de 3 étapes et qui permettent de développer si l'intérêt de cette action est légitime. Tout le monde est pourtant d'accord avec cela, mais la question c'est de savoir si tout cela est équilibré. Donc on a un article qui en fait n'a pour résultat que d'avoir instauré un débat pour savoir s'il était applicable ou pas. Et la question sur l'approche basée sur les risques, je crois que ça s'applique à l'IA, mais aussi particulièrement à l'RGPD. Il y a une approche structurellement extrêmement médiocre dans la loi européenne. En fait, ce qui s'appelle l'approche à haut risque et l'auto-évaluation du règle, on est en train de créer des règles où c'est les entreprises elles-mêmes qui définissent finalement de ce qu'elles veulent faire et le degré de risque. Donc, ça n'est pas une manière qui vraiment est applicable et aide qui que ce soit. Il est très difficile de dire à ce moment-là à un client ce qui est permis ou pas permis si vous définissez vous-même votre propre risque. Alors, vous savez, c'est un peu comme l'autoroute. L'autoroute allemande, en fait, il n'y a pas de limitation de vitesse. Vous conduisez à la vitesse que vous voulez et vous établissez vous-même, évaluez vous-même votre risque. C'est aussi une approche à risque, mais elle est gérée parce qu'il y a des moments où c'est dangereux et il y a des limitations quand même de vitesse. Alors, les conservateurs disent que cela peut être intéressant pour les PME. La réalité, c'est que moi, ma mère avait une entreprise de 10 employés, elle ne peut pas savoir ce qu'elle a à faire et si elle a plus de 10 employés, qu'est-ce qu'elle doit faire, et moins de 10 employés, ce qu'elle veut faire, elle n'a pas elle-même à définir les choses. Alors, en fait, le législateur a le devoir d'établir des vraies règles après avoir fait une évaluation indépendante. C'est pas le législateur ne dit pas établissez vos règles vous-même. Alors, nous n'avons pas de preuve qu'il y ait de lobby particulier sur des articles en particulier. Il y a des rumeurs sur le fait que certaines entreprises ont rédigé certains articles, mais ça, ce n'est pas encore prouvé. Mais en tout cas, l'unité chargée de cela au sein de la Commission européenne manque de personnel et d'expertise aussi pour pouvoir rédiger ces lois. C'est malheureux parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment experts en la matière et qui pourraient être utilisés. Mais en fait, à l'heure actuelle, cette unité ne peut pas produire des législations, des lois qui soient valables. Et on voit cela des deux côtés. Et d'autres, les entreprises sont perdues, elles ne savent pas non plus ce qu'il faut faire. Et d'autre part, en fait, pour la maintenance, c'est à l'avantage des grandes entreprises tech. Elles ont des gros avantages et souvent, c'est les petites PME qui, en fait, sont complètement
écrasées, elles n'ont pas l'argent pour repayer les avocats. Et en fait, cette loi qui est souple, eh bien, évidemment, avantage les grosses entreprises tech. Elles ont les moyens de trouver la formation, d'avoir des experts et des avocats de leur côté. Et nous pensons que l'approche voilà, comme cela semble être un mot très alléchant, mais dans la vérité, ça n'est pas le cas. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Merci. Peut-être une question avant que la rapporteure vous en pose une autre. Le RGPD a un système de guichet unique, c'est-à-dire que pour ce qui concerne notamment les entreprises américaines, c'est Dublin et l'autorité de protection des données de l'Irlande qui est compétente, et vous les avez pratiquées assez souvent. Dans l'omnibus, on veut mettre e-privacy dans le RGPD, c'est-à-dire mettre une compétence là aussi en fonction de l'état dans lequel les entreprises sont référencées. Quel bilan tirez-vous du fait qu'on ait un guichet par pays et que les entreprises américaines soient régulées par Dublin et donc par l'Irlande en pratique? C'est une grosse question et je vais essayer de répondre brièvement. En fait, l'Union européenne, on a une législation, on a le PROM qui, donc la plupart de l'application de la loi est une question nationale. Il y a deux juridictions qui sont l'Irlande et le Luxembourg qui ont des failles dans l'application de la loi européenne. Il y a, pour les impôts, pour les droits sociaux, et la plupart de ces entreprises, par exemple les entreprises chinoises qui sont basées en Irlande, officiellement, eh bien, n'ont simplement qu'une boîte aux lettres là-bas. Mais on prétend qu'ils ont un siège en Irlande, et donc les autorités françaises n'ont aucune juridiction sur ces entreprises, ils n'ont aucun droit. Et c'est absurde à tel point qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est que nous avons, en ce qui concerne le législateur irlandais, eh bien, il y a une situation qu'en Autriche, on appellerait abus de siège. Et en fait, ça serait interdit. Et eux, ce n'est pas le cas. Et une des raisons, c'est que dans le RGPD, il a été dans le cadre de cela, il a été publié que certaines entreprises, eh bien, peut faire partie de l'entreprise d'avocats qui va la défendre. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, pour des questions de juridiction, eh bien, cela marcherait. Donc, on a un cas, par exemple, de 1,2 milliard. Aucun de ces amendes que ces gens-là peuvent se voir imposer ces amendes, eh bien, ils ne les payent pas, justement parce qu'il y a une faille. Mais en fait, la raison de cela, c'est que toutes ces entreprises et ces avocats, finalement, se retrouvent malheureusement au tribunal, et tous ces cas et ces affaires, eh bien, ne peuvent pas être jugés parce qu'en Irlande, le système juridique est extrêmement complexe et très cher. Donc, le résultat, c'est que, en tant que personne individuelle et normale, vous n'avez pas la possibilité d'attaquer ce système. Et donc, rien que pour être entendu, eh bien, cela coûte au moins 100 000 € pour être et alors, vous imaginez, si vous êtes un citoyen français, vous théoriquement avez la possibilité de poursuivre les autorités de réglementation parce qu'elles ne sont pas actives, mais vous avez déjà à payer pour rentrer en contact 100 000 €. Et en fait, j'ai été poursuivi par le législateur irlandais
c'était et les coûts juridiques étaient 10 millions d'euros. Et en plus, si j'avais perdu, j'aurais carrément été en faillite totale et j'étais étudiant. Mais j'ai gagné l'affaire. J'avais raison, mais la plupart des gens ne vont pas pouvoir prendre ce risque. Et donc, sur le papier, vous avez des possibilités, mais dans la vérité, c'est pas possible pour un citoyen de poursuivre qui que ce soit. Et donc, une solution, c'est d'essayer de déplacer ces fonctions exécutives des réglementateurs au niveau européen. Et donc là, on a déjà un superviseur pour le RGPD. Donc, vous avez la Commission européenne, vous avez des moyens, et il serait réaliste de dire, les plateformes énormes, etc., peuvent être jugées non pas par Luxembourg, mais par les entités européennes elles-mêmes, et elles seraient donc à la hauteur de la charge. Mais au moins, on n'appliquerait pas cette application nationale de la loi, de la loi uniquement pour attirer en fait les entreprises. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Vous mentionnez vos précédentes actions juridiques. Vous avez obtenu de la part de Facebook il y a, il me semble, à peu près 15 ans les données personnelles vous concernant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert quand vous avez obtenu ces données? Est-ce que depuis, les choses se sont aggravées? C'est-à-dire quel type de données aujourd'hui Facebook ou d'autres entreprises du numérique peuvent collecter sur vous? Et la troisième chose que vous mentionniez, le risque d'avoir des départs massifs de données vers les États-Unis. La question de la souveraineté, de la protection des données est dans le débat public. Et donc, on a des grandes compagnies, AWS, Microsoft, qui expliquent maintenant faire des solutions souveraines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir confiance dans une technologie développée par ces grands groupes est-ce qu'on peut avoir confiance dans le fait d'utiliser cette technologie sans qu'à un moment ou un autre, les données qui sont stockées ne soient pas captées par ceux-ci? Je vais essayer de répondre au mieux. Je crois que j'espère que j'ai bien compris. Sur les données sur lesquelles nous avons des accès, en fait, c'est régulé par l'article 15 du RGPD. Et donc, ils veulent que ils ne veulent plus qu'il y ait limitation de la protection des données. Applique l'article 15 et en Allemagne, ils veulent dire que l'on ne peut plus prendre ces données et donc finalement il faudrait que les entreprises peuvent utiliser ces données et donc là il faudrait à nouveau les attaquer. Je ne sais pas quelle est la position française à ce sujet, mais en tout cas on a l'outil que l'on a pour le moment est menacé, c'est-à-dire le RGPD. Alors, pour la publicité, il n'y aura pas d'impact sur nos vies, mais cela a changé avec la manière dont fonctionne l'IA. On a un tsunami de données. Je pense que on a pris toutes les données des médias sociaux et puis on les a mis dans l'IA et l'argument, c'est que le RGPD n'avait pas prévu cette nouvelle technologie. Moi, je suis né en 87 et ces principes ont été établis en 81. Et lorsque les gens qui ont écrit cela, n'avaient pas prévu les choses. Maintenant, on parle d'utiliser les données que l'on n'avait pas avant
gens pour regarder ce qu'on en fait, et on a le droit d'accès, on a le droit de demander une limitation, on a le droit de corriger les mauvaises informations, parce que les algorithmes font ce qu'ils veulent, mais maintenant, ce que l'on appelle les mauvaises informations, on l'appelle anonymisation, la collecte des données, ne sont plus donc des données personnelles, et en fait, il n'y a pas de droit qui a été vraiment écrite pour ces situations. Et il faut dire que les Français, la CNIL qui était très forte, et maintenant on dit il faut permettre tout pour l'IA parce que sinon on sera en retard. Et donc on voit qu'il y a un tsunami de systèmes qui prennent toutes les données, on ne peut pas contrôler, et même les entreprises ne peuvent pas contrôler tout cela. Donc on a par exemple une situation où une personne, on lui a dit qu'il avait tué ses enfants, abusé de sa femme, et en fait ça n'était jamais pas du tout le cas. Et quand on a demandé à l'IA de corriger cela, ils ont dit techniquement on ne peut pas le faire, et de toute façon vous n'avez aucun droit pour faire quoi que ce soit. Et on a des gens qui vraiment engagent des actions, souvent c'est des journalistes qui écrivent sur des cas criminels, et en fait leurs noms sont en début de l'article, et puis tout d'un coup, par l'IA, c'est transformé, la situation est transformée, c'est maintenant le journaliste qui a tué ses enfants et sa femme, et les entreprises disent qu'ils n'ont absolument aucun moyen de corriger cela. Alors, sur cette question, j'espère que j'ai écrit cette question. Au départ, on avait quelque chose, on avait des mécanismes en disant ne vous inquiétez pas, et maintenant on voit que ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas que c'était de la mauvaise foi, je ne pense pas qu'il y avait un problème, mais dans la pratique, c'est ce qui est la réalité, c'est ce qui arrive. Alors, sur la solution souveraine, votre deuxième question, nous voyons beaucoup le lavage souverain. En fait, vous mettez simplement un drapeau européen sur les données, et puis ça suffit. En fait, la principale raison, c'est que ça leur coûterait aux entreprises des investissements d'avoir des équipes de sécurité européennes toute la journée, et donc en fait ça a commencé en Chine. Alors en effet, tout d'un coup, la souveraineté n'est plus un problème. Ils ont mis aussi un drapeau, et c'est réglé. En fait, ils disent que coûte trop d'argent que de pouvoir agir. Les gens ne disent rien, et puis c'est bon. En fait, on voit que depuis l'élection de Trump, les gens réellement se lèvent et sont beaucoup plus critiques. On voit une tendance, cela prendra 5 à 10 ans parce que rien ne se fait du jour au lendemain, mais où des structures entières d'entreprises et de données vont passer en Europe. Et il est bien possible qu'il y aura une séparation. Par exemple, une entreprise de valeur mobilière va avoir toutes ces données en Europe. Ça sera possible d'avoir ces services séparés complètement, mais cela demande une restructuration pour la société, et jusqu'à maintenant, les enfants disent qu'ils finalement ne disent rien et ne partent pas. Donc pourquoi est-ce que l'on n'arrêterait de faire comme on fait? Et pour terminer, il y a quelques entreprises qui sont plus sérieuses. Donc il y a une tendance par les entreprises qui se rendent compte que nous allons aller dans ce sens de toute façon. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur une question juridique, si vous le permettez. La Cour de justice, pendant très longtemps, a été dans une forme d'extension de la protection des données personnelles. Elle a considéré qu'il y avait de plus en plus de données qui étaient des données personnelles. Elle a augmenté la profondeur de protection de ces données personnelles en définissant de plus en plus de données dites sensibles. On a eu quelques arrêts fameux de la Cour de justice. Et il y a eu un tremblement de terre en septembre 2025 avec la décision SRB,
de la Cour de justice de l'Union. Comment est-ce que vous interprétez l'arrêt SRB? Est-ce que c'est un vrai changement jurisprudentiel ou est-ce qu'on a encore d'autres décisions à attendre pour clarifier cette décision qui, en plus, a servi de base pour partie à la nouvelle définition de la donnée personnelle dans l'omnibus? Et est-ce que la Cour de justice de l'Union est la vraie instance européenne de protection des données en termes juridictionnels et que c'est elle qui donne le tempo et le là en matière de protection des données personnelles? Je vais commencer par la deuxième question. La Cour de justice est certainement notre seul espoir actuellement. Dans le monde de la protection de la vie privée, si vous utilisez la loi et vous l'appliquez, vous êtes un activiste. Parce que 99% des personnes qui travaillent dans ce domaine travaillent pour cette industrie. La plupart des professeurs travaillent également pour l'industrie. Pas tous, mais la majorité. Il y a donc une vision très spécifique de ces décisions juridiques. En Allemagne, en Autriche et peut-être en France, la littérature juridique est très importante. Et la Cour de justice a une bibliothèque et lit ces textes juridiques qui est généralement écrit par les avocats de l'industrie. Et lorsqu'il y a des différences d'interprétation, l'interprétation sera le plus favorable que possible à l'industrie. En Allemagne, on sait que certains sont beaucoup plus académiques et d'autres sont plus favorables à l'industrie, mais cela a une influence immense. Pour l'instant, la Cour de justice a résisté à ces influences, mais c'est une institution qui est liée au débat. Et je pense que SRB, la décision n'a pas été bien présentée par l'Agence de surveillance des données européennes. Ils auraient pu mieux le défendre, donnant un résultat différent. Ce que nous voyons, c'est une espèce de bulle juridique. Cette décision a répété explicitement les décisions précédentes. Et la Cour de justice a dit qu'ils n'allaient pas changer leur argumentaire. Et il y a eu une tendance spécifique. Pendant 2 mois, une entreprise externe, Deloitte, me semble, a obtenu des données qui étaient partiellement anonymisées. Bon, est-ce que c'était vraiment le cas? On ne sait pas. Mais la Commission européenne a pris quelques demi-paragraphes, et c'est ce que fait l'industrie juridique en général, en disant, bon, maintenant, nous avons une nouvelle définition des données personnelles. Donc, il faut certainement lire la décision tout en entier, par respect pour la Cour, pour savoir exactement quelle est leur décision. Mais effectivement, lorsqu'il y a un seul récipient pour quelques données, à des données qui ne peuvent pas connecter à une personne, selon les définitions actuelles, ce ne sont pas des données personnelles, mais c'est tout à fait différent de ce qu'il y a dans l'article 4.1 de l'Omnibus de l'Union européenne. Les données pour les publicités, est-ce que ce sont des données personnelles ou pas? En fait, on ne sait même plus. Donc il y a une toute petite partie de cette décision et chacun essaie de tirer la couverture à soi et de compter là-dessus. Mais lorsqu'on parle avec les ministères, c'est la perception des experts dans ce domaine. Cette décision SRB, et beaucoup des autorités de protection des données l'interprète de cette manière, mais bien sûr, l'industrie veut présenter aux clients une solution magique. Et beaucoup de clients veulent payer 20 000 € pour un certificat, disons, qui respecte le RGPD. Et puis, en attendant que les régulateurs rattrapent. Parce qu'ils ont ce papier, ils disent, ben voilà, nous sommes à l'abri, nous respectons la loi. Et donc, les gros titres, ce qu'on verra dans la presse, on parlera du fait que ce ne protège pas forcément les données. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, une dernière question ou une série de dernières questions? Oui, alors j'ai
Une question très générale. Vous l'avez dit, le combat a été long. Ça fait des années maintenant que vous utilisez le droit pour combattre les géants du numérique. Est-ce que vous arrivez toujours à croire que la loi est toujours le bon outil ou est un outil indispensable pour combattre la big tech? Et si oui, quelles sont en fait les mesures qui aideraient à ce que ça soit plus rapide, plus efficace et à peut-être mieux équilibrer le rapport de force entre ces grandes multinationales et les citoyens européens ou américains? C'est une question difficile, dans le sens où, avec ces procédures, et il y en a plus de 800 en cours, et le temps, il faut à peu près 5 ans pour avoir accès à ses propres données. Et on commence à se demander si l'état de droit théorique existe vraiment pour les citoyens. Cela étant dit, nous n'avons pas d'alternative à l'état de droit actuellement. Et donc la réponse est plus dans un changement psychologique de notre perception de ces grandes entreprises. En Autriche, Timo a violé beaucoup de lois du droit de travail. Et le gouvernement a mis une force de police devant les bureaux pour demander à chaque conducteur son permis de conduire, par exemple, et la plupart n'en avaient pas. Donc, parfois, le processus démocratique doit s'imposer. Parce que nous avons commencé un peu à croire que ces entreprises étaient au-dessus de la loi ou que les données dans le cloud ne sont pas réelles. Mais non, ce sont des vraies entreprises avec des vrais comptes en banque et des lois à respecter. Mais c'est plus la culture de faire respecter la loi. J'avais un chef de la protection des données qui est venu me voir pendant une conférence. Il m'a dit « Je suis ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce que ça donnerait si on arrivait à faire respecter tout ce que vous demandez ?» Et ça, c'est le chef de la réglementation qui trouve qu'il serait étonnant de faire respecter la loi. C'est comme si la personne chargée de réguler la drogue faisait la promotion de l'utilisation de la cocaïne. Mais c'est la situation actuelle. Et souvent, le public reçoit les messages comme quoi le RGPD ne marche pas, mais moins de 1,3% des plaintes donnent lieu à une amende. Nous avons 70 amendes par an en Autriche. Par exemple, en un mois, ils ont réussi à mettre des amendes à 10 000 trottinettes mal garées. Et le gouvernement pourrait encaisser beaucoup d'argent grâce à ces amendes. Une amende de Google pourrait payer le tunnel de Brenner Base. C'était un tunnel que nous creusons vers l'Italie et cela creuse le budget. Mais il y a cette attitude de laisser faire que nous avons. Mais c'est culturel chez les régulateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous ensemble, l'Union européenne a rendu possible des class actions, mais pour moi, ce n'est pas la solution parce que c'est essayer de régler le problème après que les dommages aient eu lieu. Mais au moins, il y aura des conséquences pour les entreprises qui ne respectent pas la loi. Et tous les États membres auraient pu, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est l'article 80 du RGPD qui permet des plaintes collectives telles que les associations comme la nôtre. Mais donc c'est une clause que les États membres pouvaient adopter, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Par exemple, la protection de la vie privée des enfants. Il y a beaucoup de violations et les parents veulent y faire quelque chose. Bon, il faut
Il faut un plaintif, il faut un plaignant. Mais aucun parent ne veut que l'enfant soit le plaignant dans une procédure officielle, par exemple contre l'école. Il est donc très difficile pour les personnes qui ont une bonne raison de s'y attaquer, ne veulent pas se rendre devant les cours parce qu'ils ont peur d'être exposés. Sauf si la loi est très abstraite. Donc il y a des situations où c'est possible, du côté procédural, mais il y a également une date limite pour les autorités de décider sur les affaires. Si au-delà de 6 mois, rien n'a été fait, on peut aller devant la Cour pour dire, bon voilà, il faut prendre des actions. En Irlande, il n'y a pas de cette date limite. Même si au bout de 5 ans, le cas n'a toujours pas été entendu, ben on ne peut rien faire. Donc il y a des questions de procédure nationale qui pourraient être très utiles. Mais personne n'a envie de le lire parce que c'est très ennuyeux. Et ça ne marche pas pour les gros titres. Mais en pratique, c'est ce qui serait utile. Pas de questions. Merci beaucoup. On a terminé avec nos questions. Merci de votre disponibilité pour répondre aux questions et merci de tout ce que vous avez fait pour la protection des données, en espérant que ça puisse continuer. Donc on suivra les actions que mène votre association avec plaisir. Et ce qu'on se permettra peut-être de faire, c'est dans les conclusions, quand on y arrivera, de celles qui concernent le RGPD et tout ce qui touche au droit de la protection des données personnelles, de vous les adresser en amont pour que vous puissiez nous dire si elles sont utiles, pas utiles, irréalistes, faisables. Et si vous voulez développer un certain nombre de points, vous aurez la possibilité de le faire avec plus grand plaisir. Merci en tout cas de votre disponibilité et bonne journée à vous. Et je suspends la séance ici en France. Merci. Thanks for the invitation. Merci de l'invitation.